L'homme est un détail de l'univers, un détail curieux à n'en pas douter, mais négligeable dans la grande harmonie de la matière. Qu'il se hâte et s'agite, avec le légitime souci de se faire une place au soleil, il ne recevra jamais de l'astre du jour que cette lumière et cette chaleur que lui assure la ronde aveugle du grain de sable dont il est le passager. Et le soleil lui-même n'est qu'une étoile parmi des milliards d'autres. L'observatoire David Dunlap, près de Toronto, abrite un télescope qui se classe parmi les grands télescopes du monde. Donald McRae est professeur d'astronomie à l'Université de Toronto. Il est aussi, quand belle est la nuit, prospecteur d'astres. Il se peut qu'observer l'univers soit un sot métier, mais il en est peu d'aussi accaparant si l'on songe aux myriades de soleils qu'il s'agit d'inventorier. Ils sont plusieurs dans le monde à vouer leur veille aux étoiles et à faire de leurs rêves autant d'incommensurables réalités. Pourvu qu'aucun nuage ne s'interpose, McRae se propose de faire cette nuit 5 photographies d'astres lointains. Un miroir concave et parfait, dont le diamètre dépasse la taille d'un homme, recueille la lumière de l'étoile à photographier. Cette tache de lumière est réfléchie dans un miroir plus petit, avant d'être concentrée dans un appareil photographique situé à la base du télescope. Il n'est au monde que des signes, et tout doit être expliqué. L'astronome est cet homme qui réfléchit sur le plus infime des signes, un point lumineux. Aux abords de la Terre, à distance respectueuse néanmoins, la Lune, notre Lune, puisque c'est vraiment le seul corps céleste qui éprouve pour nous quelque attirance. Quelle lugubre suivante cependant, et comme la traditionnelle complice des terriens amoureux, perd à dévoiler ses charmes. Un monde sec, rugueux, poreux, poussiéreux, aride comme la mort, sans plus d'air que de nuages, incapable de transmettre un écho comme de faire pousser une herbe. Un monde encore proche de nous et déjà si implacablement inhumain. La chaleur du jour y ferait bouillir de l'eau, si par impossible il s'en trouvait. Et la nuit, le froid y serait à pierre fendre s'il restait pierre à y fendre. Ce lieu n'est pas pour l'homme, et le pierrot lunaire qui s'y risquerait ferait l'expérience du clair de lune qui tue. Qu'il meure, et son corps gira tel quel des millénaires durant, car si rien ici ne pousse, rien non plus ne se corrompt.
Les Égyptiens adoraient le soleil, mais c'est un Grec qui devait entrevoir que la Terre, loin d'être le centre du monde, pouvait n'être qu'un simple satellite du Soleil, un astre vagabond, à l'instar de ces planètes auxquelles les dieux ne dédaignaient pas de prêter leur nom. Mercure, planète la plus voisine du Soleil, laisse notre Lune loin derrière pour ce qui est des températures extrêmes, car tournant sur elle-même dans le même temps qu'elle tourne autour du Soleil, elle présente toujours à la brûlure de celui-ci le même visage ravagé d'où tout espoir de vie est exclu. Quelque part entre Mercure et la Terre gravite Vénus, étoile du matin. Cette plus radieuse des planètes est aussi la plus mystérieuse, à cause du voile de nuages qui, telle la tunique d'une trop chaste déesse, la recouvre sans cesse et la masque à nos yeux. C'est un hasard étrange qui veut que la Terre soit située entre la déesse de l'amour et le dieu de la guerre. Mars, la rouge, a depuis toujours quêté le regard de l'homme qui s'y est obstinément cherché des frères. La légende des canaux, lignes énigmatiques, est venue à point pour fortifier dans l'esprit des rêveurs l'existence là-bas de créatures pensantes et travaillantes. Mais les Martiens, s'ils devaient exister dans cette atmosphère sans oxygène, seraient pour nous des monstres, comme nous en serions pour eux. Passé Mars, on assiste au ballet des astéroïdes, petites planètes de taille, de forme et d'orbite capricieuses, entraînées par centaines dans une ronde obscure autour de l'astre solaire. À 4 fois la distance de la Terre au Soleil, gravite Jupiter, que son nom désigne comme la plus olympienne des planètes. Le maître des dieux a, comme il se doit, une douzaine de satellites. Et c'est de l'un d'eux que nous observons le majestueux mais assez terrifiant objet qu'enveloppe une irrespirable atmosphère de méthane, d'ammoniac et d'hydrogène. Ce nuage, d'une épaisseur et d'un poids à broyer un humain, ne recouvre malheureusement que des hypothèses. Les anneaux de Saturne, chef-d'œuvre de l'esthétique universelle, très mince, large comme plusieurs terres, et constitué d'une infinité de particules rocheuses ou glaciaires qu'un commun vertige entraîne autour de la planète. Le cosmos miniature que constitue Saturne avec ses anneaux et ses 9 satellites met 30 années à parcourir son orbite autour du Soleil, dont les rayons ne parviennent ici qu'affaiblis par l'éloignement, livrant la planète aux morsures de ce froid qui, d'une étoile à l'autre, est l'espace même. Plongeant encore au-delà, et délaissant dans notre course immense les solitudes des planètes Uranus et Neptune, nous atteignons l'ultime planète connue, et qui n'est point indigne du nom du souverain de l'Empire des Morts, Pluton.
À l'horizon de cet astre ténébreux, le Soleil n'est plus que l'ombre de lui-même, une pâle étoile dont tout nous sépare, hors l'invisible chaîne de l'attraction universelle. Sirène échevelée, une comète apparaît parfois sur la mer du ciel. Non plus que les planètes, les comètes ne sont des astres rayonnants. Elles ne deviennent visibles qu'à l'approche du Soleil, dont la lumière leur suscite une queue vaporeuse qu'elles repoussent en même temps. L'épanouissement d'une comète n'est qu'un bref moment de sa carrière, car l'orbe très excentrique qu'elle décrit autour du Soleil l'amène à disparaître pour un long temps dans la nuit de l'espace. Ce n'est qu'après des siècles, peut-être, qu'elle reviendra à l'étoile qui est son maître. Le Soleil, sans qui sur Terre les choses ne seraient que ce qu'elles sont, est en réalité un enfer indescriptible, une boule d'hydrogène incandescent projetant dans l'espace d'immenses jets de gaz ionisés que tordent et déforment d'énormes champs magnétiques et électriques. Rien de cet astre, ni son volume, ni sa structure, ni sa température, n'a de rapport avec les faibles bolides qui gravitent autour de lui. Dans cette bouillonnante fournaise thermonucléaire, s'effectue à des températures littéralement astronomiques la fusion constante d'atomes d'hydrogène, libérant une énergie équivalente à 1 million de bombes H toutes les secondes. Or, nous habitons la banlieue de cette étoile. Man ist vorsichtig geworden, gewiss, und man ist dadurch realistischer und illusionsloser geworden. Par l'analyse et l'interprétation d'une lumière venue d'ailleurs, le prospecteur d'astres agrandit notre intelligence du monde. Ayant déterminé sur une carte astrale la position de l'étoile à photographier, il va fixer son image à ce moment précis de sa vie cosmologique.
40 tonnes de verre et d'acier sont braquées sur une lumière dont la source se trouve à des millions de milliards de kilomètres. Même les étoiles les plus rapprochées sont tellement distantes que leur lumière ne nous parvient que très atténuée par des années d'un vertigineux voyage intersidéral. Parce qu'il recueille et concentre davantage de cette lumière, le télescope perçoit ce qui échappe à l'œil nu et rend visible l'invisible. Qu'est-ce qu'une étoile? Pour le poète, un point dont la lumière parle un langage connu. Pour les autres que nous sommes, à peine plus que l'indice d'une présence. Mais de ce chétif indice que n'ont pas tiré les astronomes. Ils ont visé l'étoile, ils ont décomposé sa lumière, ils ont analysé son spectre, et ils ont connu sa réalité chimique, sa température, son volume, sa masse, sa vitesse, sa luminosité absolue. La plaque photographique où s'inscrit le double spectre de l'étoile et d'un arc électrique de comparaison a tout révélé. Qu'importe cela, dira-t-on. Qu'importe après tout que telle étoile soit faite de fer, de calcium et d'hélium, que telle autre se déplace très lentement vers nous. Mais c'est aussi l'une des beautés de la science astronomique qu'elle soit tellement en avance sur l'utile qu'elle ait parfois l'air d'être inutile. Plus profondément, la cosmologie est une porte ouverte sur la métaphysique. Il y a le cri de Pascal. Quand je considère la petite durée de ma vie, le petit espace que je remplis, et même que je vois, abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie et je m'étonne de me voir ici plutôt que là, car il n'y a point de raison pourquoi ici plutôt que là, à présent plutôt que lors. Qui m'y a mis? Par l'ordre de qui ce lieu et ce temps ont-ils été destinés à moi? Pas plus à l'échelle cosmique qu'à la nôtre, la nature ne se répète et les astres varient à l'infini. Il est des étoiles comme Bêta de la constellation de la Lyre qui ont un second soleil qui gravite autour d'elles. Il est des étoiles multiples comme Castor dans la constellation des Gémeaux. Il est des étoiles géantes, grosses et lumineuses comme 5000 fois notre Soleil, et des étoiles naines, plus petites que la Terre, dont un dé à coudre de matière pèse 10 tonnes. Il y a des étoiles dont la rotation est si rapide qu'elles laissent échapper des spirales de gaz dont la masse l'emporte sur tout notre système planétaire. Il est des étoiles pulsantes dont l'éclat et le volume varient suivant des périodes allant de quelques heures à plusieurs jours. Des étoiles enfin qui s'échauffent jusqu'à exploser, donnant naissance à de brillantes novas. Ou encore à d'énormes supernovas. La lumière qu'engendre pareille explosion se répand dans l'espace interstellaire comme un nuage à la dimension du ciel. 10 siècles après l'événement, la dépouille d'une étoile éclatée peut être vue flottant dans le ciel sous l'aspect de la nébuleuse du Crabe. L'espace n'est pas le vide.
entre les étoiles, une matière très subtile faite de gaz et de poussière intercepte et réfléchit la lumière. Et comme il est des nébuleuses qui s'allument à la clarté des étoiles, il en est d'autres qui la voilent à nos yeux. Astres, poussière d'astres, tout cela se meut suivant des lois que nous commençons à peine d'entrevoir. De la structure du ciel, tout ce qu'on savait naguère était un nom, la Voie lactée. Photographie, observation, mesure, analyse viennent peu à peu combler les vides de l'univers et de notre esprit. Mais aussi ne soulève-t-on souvent un voile que pour découvrir un nouvel abîme, de nouvelles énigmes. Nous avons appris depuis Thalès que nulle voûte ne limite l'univers, mais que savons-nous de plus que notre ignorance? Si nous pouvions nous mouvoir avec la liberté d'un Dieu, en sorte qu'1 million d'années s'écoulent dans l'espace d'une seconde, et que nous pussions nous éloigner suffisamment au-delà des premières étoiles, puis des suivantes, franchissant les nébuleuses, bondissant de constellations en constellations, nous parviendrions en un lieu où tout ne serait plus que nuit. Embrassant d'un seul coup d'œil le spectacle de l'univers, nous discernerions des continents d'astres, des archipels d'étoiles, et nous les nommerions galaxies. Dans la mer des ténèbres, ce sont là les formes simples les plus vastes que nous connaissions de l'univers. Des centaines de milliards de soleils retenus ensemble par la gravité, et accomplissant autour d'un centre commun une révolution tous les 200 millions d'années. Notre Soleil, escorté de ses planètes, est l'une de ces myriades d'étoiles situées près du bord extérieur d'une galaxie dont la Voie lactée nous apparaît comme la tranche. Dans cet énorme tout naissent, vivent et meurent les étoiles. Un nuage de la grande spirale galactique se condense, s'échauffe, jusqu'à ce qu'une boule de gaz se mette à flamboyer dans la nuit, abandonnant parfois d'obscurs débris que nous avons nommés planètes, d'habitables débris peut-être. Ces archipels sidéraux couvrent de telles étendues d'espace qu'ils sauraient coexister sans se confondre, tels des fantômes, leurs milliards d'étoiles séparées par des années-lumière, poursuivant leur course indifférente. À l'extrême limite des forces des plus puissants télescopes, les galaxies ne cessent de ponctuer l'espace, aussi nombreuses elles-mêmes que les étoiles que nous apercevons lorsque nous levons les yeux vers le firmament nocturne. Or, à l'instant même où nous contemplons la voûte étoilée, nous ne faisons que considérer l'image d'un passé déjà lointain, car la lumière qui vient toucher notre regard cheminait dans la nuit bien avant que la vie humaine existât sur cette planète appelée Terre. Depuis l'aube des temps, sur toutes les planètes de toutes les galaxies de notre univers, combien de civilisations ont pu naître, plonger leur regard dans la nuit, poser les questions que nous posons, et puis s'évanouir comme un souffle de vent.